Au menu ce soir, c'est bien mal parti pour le deuxième tour. Le Canadien subit une cinglante défaite. Commande historique pour l'A220, il y a 150 appareils supplémentaires qui seront assemblés à Mirabel. Et elle était famille d'accueil pour des enfants autochtones. Il y a une femme de Latuque qui est accusée de maltraitance. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a Meeker, Maude, Justine et François. Bonsoir à vous quatre. On va parler du Canadien, ça sera pas très long, mais avant les mots de l'actualité. François, responsabilité? Responsabilité, Family Prix qui a décidé de retirer les boissons énergisantes. Oui. Et sincèrement, ça n'avait pas rapport dans une pharmacie. Est-ce que les autres pharmacies vont suivre ça? C'est pas important, mais il y en a au moins une qui dit ça, nous, on veut pas ça, puis c'est une bonne affaire avec tout ce qu'on sait maintenant. Ça va avec la recommandation de l'Ordre des pharmaciens du Québec qui a décidé d'embarquer un peu dans le mouvement en attendant de voir également ce que le gouvernement va faire. Est-ce qu'il va interdire la vente? À un moment donné. Fait que ça va de soi pour toi, oui. Maude, campagne? Bien oui, campagne, parce qu'on dirait bien qu'on est en campagne électorale en ce moment, avec le ton a été donné à l'Assemblée aujourd'hui, parce que Charles Milliard a répondu du tac au tac à un journaliste anglophone qui pouvait répondre dans les deux langues officielles du Québec. Donc, c'est comme s'il y avait une méconnaissance que la seule langue officielle au Québec, c'est le français. Alors, il a été repris par la CAQ, par le PQ, qui ont dit, ben voyons, quelle erreur. Ouais. Il s'est rétracté après, mais je pense que c'est une erreur de débutant, mais c'est quand même une bévue. Ça donne le ton. Oui, le ton également lors de la période de questions. On va voir un extrait tout à l'heure. Mais là, parlons des Canadiens de Montréal qui disputaient ce soir leur premier match de deuxième tour face aux Sabres de Buffalo et ils ont subi une défaite cuisante, 4-2. Pour les partisans qui étaient gonflés à bloc, ça a été une véritable douche froide. Ils étaient plusieurs à se rassembler pour regarder la partie. C'était le cas, en fait, dans un des bars du Centre Bell où on va aller retrouver ma collègue Lily Mercure qui est là ce soir. Lily, les visages devaient être longs autour de toi. Pour te dire, les gens ont quitté en moins de 10 minutes sur place. Ça témoigne de la déception. Tu vois autour de moi, le bar est complètement vide. Pourtant, les partisans étaient tellement excités, tellement fébriles en début de match. Et on a entendu, bien sûr, des cris de joie en première période avec le premier but du tricolore, même si les Sabres avaient déjà marqué 2 buts. Ça s'est gâté par la suite en deuxième quand les Sabres de Buffalo ont marqué une avance importante. Et on sait, ça s'est soldé par une défaite. Mais c'était quand même important pour les fans ici d'être présents sur place. C'est un événement quand même de la ville, ça rapproche tout le monde, c'est quelque chose qu'on partage tout le monde en commun, donc c'est spécial quand même. Pourquoi c'est important d'être là ce soir pour toi? Pour encourager nos Canadiens. Oui! Vous avez l'air bien parti, en tout cas. Oui, on danse beaucoup pour nos Canadiens. Soutenir les Canadiens, premier match de deuxième ronde, il faut montrer qu'on est là. Et on est hyper motivés, n'est-ce pas? C'est la fierté nationaliste. Moi, je suis français, ça s'entend à mon accent. Mais ouais, ça fait un moment que je suis le Canadien. Après, je suis plus pour Détroit, normalement, mais la fièvre des séries à Montréal, c'est quand même assez intense. On voulait qu'ils gagnent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, les supporters qui auront l'occasion de se reprendre au thé ce soir lors des autres matchs, là. Oui, c'est l'espace 1909. Tu le dis, un bar adjacent au Centre Bell. Il y avait sur place de la pizza, du popcorn. Il y avait même la présence de Youpi. Et les billets au coût de 26 $ se sont épuisés rapidement pour le premier et le deuxième match. Il y a à peu près 500 places ici dans cet endroit. Et les billets pour le match 3 et 4 seront en vente dès demain. On écoute l'organisateur. 500 places en 2 heures qui sont écoulées. Puis on a à peu près pas eu le temps de faire de promotion. Donc, j'anticipe que demain midi, ça va se vendre vraiment très, très vite. Il y a beaucoup d'engouement. Puis depuis qu'on est sold out, on n'arrête pas de recevoir des messages que les gens ils veulent venir passer la soirée ici. Mais malheureusement, c'est complet. Le prochain match de la série a lieu à Buffalo vendredi et on est convaincus en fait que l'enthousiasme des fans du CH va être de retour. Oui, c'est une bonne nouvelle, cette autre série pour ce bar-là, mais plein de bars et de restaurants à Montréal et à partout au Québec. Merci beaucoup, Lily.
Au revoir. Bon retour, bye-bye. Meeker, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ce soir? Cuisante défaite. Bonne défaite. Là, c'est une défaite, ouais. mais c'est un premier match en série. Ça a mal commencé pour le Canadien de Montréal, mais on voit qu'il y a du potentiel. C'est une série qui va être complètement différente que contre celle du Lightning de Tampa Bay, parce que c'est une équipe différente qui patine beaucoup plus, qui est moins dans l'intimidation, la robustesse, qui a beaucoup de talent, les Sabres de Buffalo, mais ça pourrait être une longue série encore une fois. Puis il faut pas oublier que le Canadien, on les attendait pas nécessairement en deuxième ronde cette année, donc il faut profiter de ce moment-là également. Donc ça va être le fun comme série. Justine, justement, ça n'a pas été facile lors de la saison régulière devant les Sabres de Buffalo. Là. Tout à fait. C'est une grosse équipe. C'est une équipe qui est forte. C'est une équipe qui est très costaude aussi. Alors, on parle de joueurs très grands. C'est des joueurs qui sont très grands. Oui, quand on pense à Tage Thompson, c'est des gars qui sont énormes. Puis nous, on a une équipe qui est agile, mais qui est pas si grand, pas si gros. Tu vas suivre les matchs avec oui, je suis les matchs, mais moi, je suis plus comme le vrai fan du Canadien. Quand ils perdent, j'ai l'impression qu'ils vont perdre la série. Là. Moi, ce soir, je suis en deuil, pratiquement. Les matchs. Là, je suis un peu défaitiste de dire, ben là, c'est fini. Puis ils vont gagner le prochain match. On s'en va vers la coupe. OK. La vague des séries. Émotive. Les prix des billets. Quelqu'un qui veut tenter de voir ça, c'est pas évident, là, de voir un match au Centre Bell. J'ai regardé avec un ami, on s'est dit, allons-y, on va regarder pour voir combien ça coûte. En haut, dans le pit, comme on dit, la section 300, avant-dernière rangée, là, 800 $ le billet. On a dit, non, c'était une belle idée, un fantasme, mais on va laisser faire. Ça, c'est à cause des prix de revente des billets. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait interdire la surenchère lors de la revente des billets de sport, de matchs de hockey ou de spectacle? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. C'est ça à 22h30. Bon, parlons de politique maintenant. C'est la plus grosse commande d'avions commerciaux de l'histoire du pays. Airbus va devoir livrer 150 appareils A220 à AirAsia. C'est ce modèle, en fait, vous savez, qu'on appelait la C-Series, là, qui a été conçu au Québec. Et les avions, ces 150 appareils, seront construits chez nous, à Mirabel. La valeur de cet imposant contrat, 19 milliards de dollars. Résumé de Jean-François Poudrier. C'est le contrat qu'attendait depuis longtemps Airbus pour le modèle A220. La commande d'AirAsia est de 150 appareils au coût total de 19 milliards de dollars, des appareils qui seront entièrement construits à Mirabel. Le A220, il faut le rappeler, c'est d'abord et avant tout une réussite du génie québécois. Non seulement ce nouveau client vient consolider le carnet de commandes, mais il déverrouille aussi le marché asiatique. Et Dieu sait qu'on est dans une période où il faut diversifier nos marchés. Il faut dire que la naissance de l'appareil qu'on connaissait avant comme le C-Series de Bombardier a été plutôt difficile. Le gouvernement du Québec a même dû allonger de l'aide à 2 reprises pour sauver le modèle. On parle au total d'environ 2 milliards de dollars d'investissement. Ce contrat pave maintenant la voie vers la rentabilité tant attendue du modèle A220. La route à la profitabilité elle reste essentielle. On n'est pas encore. On voit l'arrivée. Elle est a few miles away. AirAsia est même intéressé à une éventuelle version plus imposante du A220. Avant de se rendre à Mirabel, Christine Fréchette a participé à sa première période de questions en tant que première ministre du Québec. En se rendant de son bureau vers le Salon Rouge, elle s'est arrêtée devant les journalistes pour critiquer le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, lors du discours d'ouverture de mardi, ne s'est pas levé comme la majorité des élus lorsqu'il a été question du dépôt imminent de la loi Gabi-Renault, une loi pour permettre aux femmes de vérifier les antécédents violents de leurs partenaires. Je dois vous dire que j'ai été troublée hier de voir que le chef du Parti québécois ne s'est pas levé pour appuyer cette idée d'adopter une loi pour protéger davantage les femmes victimes de violences. Moi, j'en appelle aux oppositions pour qu'on travaille ensemble. C'est typiquement de la CAQ de faire de la petite politique qui sous-entend qu'on serait contre un projet de loi qu'on appuie sur toute la ligne pour faire un sideshow, pour faire une distraction de son bilan. Je me sens très privilégiée de me lever en chambre aujourd'hui en tant que première ministre. Et lors de la période de questions, les partis d'opposition ont rappelé à la première ministre que même si on parle maintenant du gouvernement Fréchette, il sera difficile de faire oublier le gouvernement Legault. Hier, à part sur le style de son discours, aurait pu être livré par son prédécesseur. Soins à domicile, troisième lien, version on n'est plus crédible mais on essaye quand même, réduction de la paperasse, achat local. Le problème, c'est que la CAQ dit tout ça depuis 8 ans. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.
Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique québécoise. Ben oui, c'est une excellente nouvelle. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la plus grande commande d'avions de l'histoire aérospatiale du Québec. Donc, c'est pas rien. C'est 43 000 emplois directs en aérospatial au Québec aussi. Donc, et c'est le premier secteur d'exportation. En ces temps moroses, je trouve qu'il faut prendre cette belle nouvelle-là. Ça conserve des emplois, ça solidifie justement des emplois. Mais François, il y a quand même des facteurs, selon toi, qui pourraient mettre en péril? Bien, en partant, chacun, ça a coûté 2,1 milliards. Donc, chacun des emplois est sursubventionné à peu près par 3 fois le salaire. Le problème, c'est qu'ils ont déjà fait une grève et un des points, c'était la productivité que l'employeur demandait. On est sous-productif à Airbus. Pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait un bon nombre d'avions qui sortent. Il faut qu'ils soient capables de produire un avion de plus par semaine, je pense, qui ne sont pas capables de rencontrer. Donc, c'est assez problématique. Oui. Et le problème, c'est qu'ils ont déjà 473 avions dans le backlog. Je n'ai pas le mot français, mais... merci beaucoup. Et donc, les 150, AirAsia les veut tout de suite. Puis AirAsia a des problèmes financiers aussi. Bon, ça va faire du bien à la flotte AirAsia? Oui, j'ai déjà pris les avions de AirAsia et j'espère que ça va être beaucoup plus spacieux que ce l'était à l'époque. Mais ce sont des compagnies locales qui voyagent en région, dans leur région plutôt, qui sont quand même assez importantes aussi. Ouais. Là, il y a beaucoup de va-et-vient, donc ces avions vont être importants aussi pour cette compagnie-là. Bon, revenons sur la première période de questions de Mme Fréchette. Justine, est-ce que la première ministre a bien fait d'envoyer une flèche à Paul Saint-Pierre Plamondon, selon toi? Il faut le faire, puis c'est ouvert à recevoir cette flèche aussi. Quand il y a un parti qui se lève, comme Mme Fréchette l'a fait, pour faire un peu d'autofélicitation, dans son cas, c'était son premier discours, son discours d'ouverture. Ouais. C'est une chose, on se lève pas si on n'est pas d'accord, si on n'est pas dans le parti. Mais quand il y a des invités qui sont dans la galerie, on se lève par respect pour les invités qui sont là. Ce qu'il n'a pas fait, c'est le seul qui est resté assis. Ouais. Elle a bien fait de le signaler. Alors voilà, pour ce sujet, on va aller à l'international. La guerre en Iran, oui, ça revient. Elle pourrait bientôt se terminer. Vous avez peut-être des doutes parce qu'on a entendu ça plusieurs fois au cours des dernières semaines, mais c'est ce que répète encore une fois le président américain aujourd'hui sur Truth Social. Donald Trump a aussi, cependant, proféré de nouvelles menaces contre l'Iran. Il a dit que les États-Unis bombarderaient le pays si un accord n'est pas conclu. Il y a une proposition américaine là, pour mettre fin au conflit qui est d'ailleurs étudiée présentement par le régime iranien. C'est ça qui donne de l'espoir. Pour l'instant, le cessez-le-feu est toujours en vigueur, même s'il reste fragile. We're doing very well in Iran. It's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal. They want to negotiate. In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we're not going to let that happen. Maud, on a l'impression qu'on c'est un pas de plus vers peut-être une entente. Bien, peut-être un accord. Moi, j'ai de la misère à le suivre. Il dit tout et son contraire. Ouais. Sur le réseau social, il dit qu'il y a une reprise de bombardement à un niveau, une intensité plus fort que jamais. Puis après ça, il dit, bien, on est tout près d'une entente. Donc, comme d'habitude, là, il y a comme un genre en quelques heures, il dit il se contredit. Il y a un moment d'espoir, puis les menaces reviennent. Oui, on ne sait plus. Mais nous, on ne sait plus, mais les marchés réagissent. Les marchés ont aimé aujourd'hui. Le pétrole a descendu beaucoup, il a remonté un petit peu dans la soirée. Ouais. Les marchés boursiers, cette semaine, il y avait 158 compagnies qui mettaient des résultats. Donc, des bons résultats suivis avec ça. Ça fait 2 jours que ceux qui aiment leur placement, allez voir, c'est un feu d'artifice. Parce qu'on ne sait jamais avec Trump que demain, ça peut être un verre d'eau en tête qu'on va avoir. Fait que tu nous diras si on va revérifier ça demain. Je vous conseille d'aller voir vos placements. Est-ce que tu crois, Justine, que justement, Donald Trump, il va de ses affirmations pour influencer le marché? Mais quand on veut comprendre la politique de Donald Trump, il faut regarder les marchés, effectivement, parce que les deux sont liés. Il a très peur de perdre le pouvoir, il a très peur de perdre la popularité, et tout ça aux États-Unis est fortement relié à l'économie. Alors, quand le marché va mal, Donald Trump, on va l'entendre changer de message pour essayer d'avoir un impact sur le marché boursier, effectivement. Ouais. Je sais que c'est ce que tu remarques, toi, également. Et même l'inverse aussi. On peut savoir ce qu'il a dit en regardant les marchés. Ouais. Notre sondage express en ce mercredi, ça porte sur le début de la deuxième ronde de série. Est-ce que, selon vous, qui va l'emporter, en fait? Est-ce que c'est le Canadien ou les Sabres? Allez-y, faites vos prédictions. On aura les résultats au retour. Également, un peu plus tard à l'émission, une nouvelle pluie d'étoiles Michelin est tombée sur plusieurs restaurants de la province. On vous dévoile lesquels un peu plus tard. Alors, séries éliminatoires. Qui va remporter la deuxième ronde? Vous avez répondu le Canadien à 65 %, les Sabres à 35 %.
Maintenant, on change complètement de ton. C'est une histoire troublante, vous allez voir, qui s'est déroulée à La Tuque, en Mauricie. C'est une femme qui accueillait des enfants autochtones placés par la DPJ, qui subit présentement son procès pour maltraitance. Les présumées victimes ont livré des témoignages sur les punitions violentes qu'elles auraient subies. Des témoignages difficiles à entendre, vous allez voir, ça donne assez froid dans le dos. Reportage, Marie-Claude Paradis-Desfossés. C'est un procès chargé en émotions qui s'ouvre au palais de justice de La Tuque. Chantal Charest fait face à 3 chefs d'accusation, 3 de voies de fait et un autre de séquestration. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2003 et 2008. Madame Charest, est-ce que vous voulez vous adresser aux médias? À l'époque, la femme était famille d'accueil pour des enfants autochtones. Les 3 victimes alléguées qui étaient à l'époque placées par la DPJ chez elle, supervisées par les services sociaux à Atikamekw, ont été appelées à la barre des témoins. Une ordonnance de non-publication nous empêche de les nommer. Brenda Newashish-Biroté, elle aussi une ex-pensionnaire, a été citée comme témoin. Nous l'avons rencontrée. Je vais dire, je t'ai enlevé toute l'estime de moi-même, la confiance en moi. Son petit frère aurait lui aussi subi des mauvais traitements. C'est comme son punching bag, mettons. C'était carrément ça. Carrément son souffre-douleur. Les punitions qu'il vivait, genre dans le coin pendant que tout le monde mangeait, dans le coin debout avec les bras dans les airs bien longtemps. Puis s'il baissait un bras, ben, il rattrapait du temps, genre, même après l'école. Le jeune homme s'est depuis enlevé la vie. C'est dans cette maison que Chantal Charest aurait hébergé des dizaines d'enfants Atikamekw de la DPJ entre le début des années 2000 et 2009. À un moment donné, tous les enfants ont été retirés abruptement de leur milieu de vie à la suite de plaintes. Je m'en veux, oui. Je me sens coupable. Mais j'avais confiance en eux. Ils sont censés prendre soin de nos enfants. C'est que parmi les châtiments, il y avait le fait d'être privé de nourriture. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est carrément ça. Tu sais, de ne pas les nourrir avant d'aller à l'école, tu sais. Que s'est-il passé exactement derrière les murs de cette maison, plus précisément dans le sous-sol? Des anciens pensionnaires ont accepté de nous livrer une partie de leur témoignage et ils comptent eux aussi porter plainte. Tu sais, il y avait beaucoup de chiens, là. Ils nous disaient de ramasser les cacas. Si on les ramassait pas bien, ben ils nous mettaient dans les cages de chiens, là. Moi et ma soeur, mon petit frère. J'ai-tu bien compris qu'on t'avait mis dans une cage à chiens? Oui. Le procès de Chantal Charest se poursuit jeudi au palais de justice de La Tuque. Ce que nous avons aussi appris, c'est qu'après avoir été famille d'accueil à La Tuque, Mme Charest aurait ensuite déménagé à Hérouville, où là aussi, on lui aurait confié des enfants. À La Tuque, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. C'est fou, hein? C'est difficile d'entendre ce genre d'histoire-là, Maud, François. C'est épouvantable. Moi, c'est une cruauté sans nom. Moi, j'en ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le bien-être, la sécurité, la santé, la dignité aussi de nos enfants? Donc, si eux racontent ces horreurs-là, il faut les écouter avec sérieux puis avec sensibilité, je pense. Mais tu sais, la DPJ, il faut qu'elle regarde, est-ce que la personne l'a fait pour l'argent? Et deuxièmement, elle se fait prendre à La Tuque, elle s'en va à Hérouville, puis on confie des enfants. Non, mais là, il y a un moment donné que, tu sais, quand tu embauches quelqu'un pour une job de base, on vérifie les références. Là, on va confier des enfants à quelqu'un qui n'est pas capable. Je veux dire, c'est un récit à Aurore, l'enfant martyr, qu'on regarde. Ça donne cette... C'est tellement troublant qu'en 2026, on a ces genres de choses-là. Ça me dépasse parce que les balises devraient être là, puis ils ne le sont pas. Tu te demandes également si la DPJ fait un suivi nécessaire, a fait, en tout cas dans le passé, dans ce cas-ci, un suivi nécessaire. Ben oui, parce qu'il y a eu plusieurs enfants qui lui ont été confiés. Et quand on confie un enfant qui est déjà dans une situation, un enfant à la base est très vulnérable. En plus, c'est des enfants avec des parcours difficiles qui arrivent là. Alors, j'aimerais penser qu'il y a au moins un suivi pour vérifier que tout se passe bien à la maison. Or, ça n'a évidemment pas été fait. Mika, qu'est-ce que ça te dit, une histoire comme celle-là? Moi, ça me rappelle combien les enfants des communautés autochtones ont souvent été abandonnés par le système, ont été maltraités. Là, on parle carrément de torture dans ce cas-là. Puis ça me rappelle aussi tout ce qui touche le racisme systémique, en particulier avec ces communautés-là, qu'on a ignoré pendant trop longtemps. Ça rappelle les pensionnats également, comme quoi on a l'impression que les choses ont changé, mais on revient toujours au même point. Et comme François l'a dit, la DPJ fait quoi? Il faut poser des questions, on pose des questions depuis des années. On dirait qu'il n'y a rien qui se règle, ça n'a aucun sens. Alors, ce dossier judiciaire qui se poursuit. La mise en accusation du naturopathe Richer Foisy, dévoilée par Nouveau Info hier, fait pas mal réagir. Vous savez, le disciple de la mission de l'Esprit Saint fait face à 7 chefs d'accusation.
après avoir déjà plaidé coupable d'exercice illégal de la médecine en 2019. Le Collège des médecins souhaite que les amendes soient plus élevées pour réduire le risque de récidive. Il espère aussi que le gouvernement fasse davantage de campagnes de sensibilisation quant aux députés, de campagnes de sensibilisation. Et là, quant au député libéral Monsef Déragi, il a réagi lui également. Il demande à la ministre de la Santé d'agir rapidement dans ce dossier. Bon, on va parler du guide Michelin qui a dévoilé la liste des restaurants québécois récompensés cette année. 4 nouveaux établissements sont couronnés, dont 2 à Montréal. Auberge Saint-Mathieu, Leclan, Hogan et Beaufort et Sushi Nishinokaze. Ça porte à 13, en fait, au total, le nombre d'adresses étoilées au Québec. Il y a d'autres restos qui sont mentionnés pour leur bon rapport qualité-prix ou leur cuisine de qualité. On estime que l'augmentation, en fait, des ventes de 25 à 40 pour les détenteurs d'étoiles dans l'année qui suit leur entrée dans le célèbre guide. La deuxième raison pour laquelle les touristes étrangers viennent au Québec, même avant le guide Michelin, c'était la gastronomie du Québec. On peut se comparer maintenant à des grands pays de gastronomie comme la France, l'Italie, l'Espagne. Je pense qu'on le savait déjà, nous. On savait déjà qu'on avait ce joyau gastronomique. Et on est une des villes qui a plus de variétés de cuisine dans le monde, là. Maker, vous avez visité déjà ces restaurants? Une partie? Ouais, on a l'air snob, hein? Non, mais si j'avais les moyens, j'aurais été plus souvent chez Hogan et Beaufort. J'ai été quelques fois, on m'a invité, entre autres, mais j'habitais pas très loin. Puis c'est vrai que c'est un des excellents restos à Montréal. Puis Marc-André Jeté est extraordinaire. C'est formidable. Puis moi, j'aime beaucoup les bibs. En fait, les bibs, c'est le bon rapport qualité-prix. Donc, ils n'ont pas des restaurants qui ont des étoiles, mais Casavant, Parapluie. Il y a plein de petites mines d'or. Mais qui ont des avis. Il y a des avis du guide Michelin, mais pas des étoiles. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu te fies là-dessus, sur le guide Michelin, quand tu voyages, François? Oui. Mais je suis pas snob comme eux, que j'ai fait juste 3 à Montréal. Là, non, mais là, on veut pas la liste de tout ce que tu as fait dans le monde des guides qui sont dans le guide Michelin. Je vais regarder. Souvent, ils sont pas accessibles parce que je m'apprends à la dernière minute. Mais à Montréal, je vais aller manger où ce que j'ai le goût d'aller manger, ce que j'ai entendu parler ou par des amis. Mais définitivement, quand je voyage, je vais regarder les restaurants les mieux étoilés parce qu'on veut se payer une traite. Donc, c'est bon pour le tourisme, ça, parce qu'il y en a qui vont venir ici puis vont vouloir aller dans ces restaurants. Ben oui, des gens comme François qui voyagent et qui viennent chez nous. On veut bien qu'ils viennent chez nous aussi. Et elle a raison, la mairesse. Hein? On a déjà une certaine réputation à Montréal pour notre offre gourmande. Donc, pourquoi pas, maintenant, on a les étoiles pour le prouver. Oui. Après ça, il reste qu'il faut réussir à trouver des réservations. Parfois, ces restaurants deviennent complètement... Trouver le budget aussi. Ça, c'est, honnêtement, c'est pas tout. Vous l'avez trouvé, vous avez tout fait, ces restaurants-là. Le sacrifice. OK. Du budget, ça en prend pour acheter des billets. Hein? Il y a de la surenchère. On parle de ça dans le débat de ce soir. Ça commence dans 30 secondes.